Bienvenue dans le journal de la nuit à la une. Cette vague de très forte chaleur qui devrait durer au moins toute cette semaine partout dans l'Hexagone. Il va faire jusqu'à 39 degrés dans le sud-ouest ce mardi. Un premier pic pourrait être atteint mercredi. Les vacances d'été menacées par la chaleur mais aussi par le retour du Covid. Plus de 130 000 contaminations ont été dénombrées ces dernières 24 heures. En l'absence de restrictions imposées par le gouvernement, les médecins appellent la population au respect des gestes barrières. Emmanuel Macron a-t-il favorisé l'implantation d'Uber en France sans en avertir l'exécutif? Retour dans ce journal sur les Uber Files, ces échanges révélés entre l'ancien ministre de l'économie et des dirigeants du géant du VTC. La nuit va encore être chaude, très chaude, après le début de cette vague de chaleur qui a débuté ce lundi. Et ce, à peine 3 semaines après le dernier épisode caniculaire de juin. Demain, vous le voyez, les températures pourraient localement atteindre les 39 degrés dans le sud-ouest et dépasser les 30 degrés quasiment partout ailleurs. La vague de chaleur devrait s'intensifier toute cette semaine avec un premier pic mercredi. Alors à Paris, les habitants cherchent à s'aérer comme ils le peuvent. Nargis Hadji en a rencontré certains sur l'esplanade des Invalides. Journée particulièrement chaude ce lundi dans la capitale, plus de 30 degrés cet après-midi à Paris. Et justement, les Parisiens, mais aussi les touristes avec lesquels nous avons discuté, nous ont dit que tout au long de cette journée, ils étaient partis à la recherche d'un petit coin d'ombre, qu'ils avaient pensé à s'hydrater, ou encore certains sont sortis avec leur brumisateur. Et justement, en parlant de coin d'ombre, il faut savoir que cet après-midi, nous sommes venus ici avec Philippe Vigneault et cette pelouse devant les Invalides était totalement vide, il n'y avait personne. Et vous le voyez maintenant, il y a du monde. À partir de 19h, et bien de plus en plus de personnes se sont installés ici au fur et à mesure, puis à la tombée de la nuit. Et justement, on va rejoindre 3 Parisiens qui sont ici. Alors, à quelle heure est-ce que vous êtes arrivés? Et surtout, vous m'avez raconté que la journée, avec ces chaleurs, a été particulièrement compliquée. Racontez-nous. Nous, on est arrivés vers 19h. Moi, j'étais dehors depuis 14h. Et c'est vrai que la chaleur avec le béton en ville, c'est vraiment insupportable. Donc c'est vrai que les points de verdure, c'est pas mal. Mais c'est mieux vers 18h quand il commence à faire un petit peu moins lourd et à l'ombre surtout. Le soleil, c'est trop insupportable. Et justement, vous, est-ce que vous avez des petits conseils à donner? Quelles sont les choses que vous faites quand il fait très chaud comme aujourd'hui? Alors déjà, mettre très peu de vêtements parce que après tu transpires, t'as trop chaud. Boire beaucoup d'eau en vrai et préférer les coins à l'ombre, les grands espaces comme là ou même la verdure, les parcs, les bois, ça fait toujours du bien parce qu'on n'est pas assailli par c'est ça, les grands bâtiments, les trucs. Même à Paris, il fait trop facilement trop chaud parce qu'il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien pour respirer. Donc, Et vous, comment vous l'avez vécu la journée? Vous me disiez finalement il fait pas bon et c'est juste supportable ce soir. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de vent, on est juste là en mode il fait juste bon, ça passe quoi. C'est pas, ça fait du bien, mais c'est pas, voilà. Et vous êtes bien équipés là, il y a à boire, il y a à manger? Ouais, exactement, ça rafraîchit. Un petit pique-nique, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, si on l'a vu, les températures ont été particulièrement élevées cet après-midi. Cela ne va pas aller en s'arrangeant. Lundi prochain, 38 degrés sont attendus dans la capitale. Et après le pic mercredi, de nouveaux records pourraient encore être atteints en fin de semaine. Alors, dans les campings déjà pris d'assaut par les juilletistes, vacanciers et employés doivent s'adapter à ces journées exceptionnellement chaudes. Reportage à la Cano et à la Grande Motte, Vincent Hénin, Thomas Herman, Audrey Allos avec Edgar Becquet. Avant l'arrivée des premiers baigneurs, Alexandre s'active à l'entretien de la piscine du camping. Face aux fortes chaleurs, ce technicien commence désormais sa journée plus tôt. Tout ce qui est plus physique, on le fait le matin, plutôt le matin à la fraîche, pour que ce soit plus simple pour nous. On s'adapte, des fois c'est compliqué, mais on s'adapte. Après les plus grosses tâches, vaut mieux les faire le matin. Et l'après-midi, les choses un peu moins, les moins compliquées, quoi. Car ici, où le mercure s'affolait déjà à l'aube, les campeurs ont investi la piscine dès 9h du matin. Et avec les hautes températures prévues ces prochains jours, la direction a installé des pancartes de sensibilisation à différents endroits du camping. On a mis en place du coup des affichages dans les zones, on va dire, à forte densité, notamment le parc aquatique, pour sensibiliser un petit peu les clients à bien s'hydrater, rester au frais et surtout boire au maximum. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Martin et ses amis viennent fêter la fin de leurs examens. Mais tous se veulent vigilants et scrutent les emplacements ombragés. On fait attention pas mal à se crémer, pour pas cramer dès le début de la semaine, à boire pour éviter les insolations. Et après on est quand même pas mal au soleil, c'est sûr. Quand on est sur la plage, on bronze et on reste longtemps, mais on essaie quand même de faire attention pour pas avoir de problème derrière. Cette semaine, les températures dépasseront largement les 40 degrés. Une canicule qui pourrait ressembler à celle de 2003.
Ces chaleurs intenses, conséquences du réchauffement climatique, frappent le monde entier et couplées à la sécheresse, elles favorisent les risques d'incendie. Aux États-Unis, plus de 640 hectares de forêt ont brûlé depuis jeudi dans le parc californien de Yosemite et menacent les célèbres séquoias géants. Les pompiers sont particulièrement attentifs à préserver ce trésor national. Loïc Piala est notre correspondant à Los Angeles. Oui, alors c'est le Washburn Fire, c'est son nom, qui a démarré jeudi dernier. La cause est encore indéterminée. Il a doublé de superficie pendant le week-end, mais ce n'est pas encore ce qu'on appelle un méga incendie ici. Vous savez, ces incendies auxquels la Californie est désormais habituée. Moins de 1000 hectares, finalement, c'est peu à l'échelle de la Californie, mais vous le disiez, ça brûle dans une zone extraordinairement sensible, le parc du Yosemite et ses séquoias, ces arbres séculaires. Et les flammes se rapprochent dangereusement. Les pompiers utilisent des techniques assez rudimentaires finalement pour prévenir cet incendie. Ils ont installé au pied par exemple du Grizzly Giant, un arbre de 60 mètres de haut, âgé de plus de 2000 ans, des arroseurs automatiques tout simplement pour humidifier le sol, pour humidifier le tronc dans l'espoir de ralentir, d'affaiblir les flammes si jamais elles se rapprochent, que les pompiers espèrent encore éviter. Ils sont près de 600 mobilisés, des renforts sont en cours. Mais ce qui est intéressant à rappeler dans le cadre de la discussion que vous avez en plateau, c'est que normalement les séquoias sont des arbres extraordinairement résistants. Ils ne sont pas là depuis des centaines d'années pour rien, ils sont capables de résister aux flammes. Mais depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, les incendies, les flammes ont atteint un tel niveau d'intensité que même ces arbres n'arrivent plus à leur résister. Et l'an dernier, la saison des incendies a détruit plus de 3500 séquoias, d'où l'inquiétude des Californiens qui sont très attachés à ces arbres, qui sont de véritables merveilles de la nature, et d'où les efforts déployés également par les pompiers aujourd'hui. Les vacances d'été commencent en France dans une chaleur torride, mais aussi en pleine reprise de l'épidémie de Covid. Le nombre de contaminations a encore progressé de 23% cette dernière semaine, avec aujourd'hui plus de 130 000 nouveaux cas confirmés et des hospitalisations, elles aussi, en hausse. Alors pour ne pas gâcher leurs vacances, certains ont ressorti les masques et retournent se faire tester. Les professionnels de santé appellent au retour des gestes barrières. Caroline Dieudonné, Stéphanie Zinati et Sophie Herbet. Dans le hall de la gare de Lyon, en plus des lunettes de soleil et des casquettes, ces voyageurs ont sorti de leur valise un accessoire indispensable selon eux pour partir en vacances sereinement, le masque chirurgical. Je l'ai ressorti récemment et pour l'occasion justement parce que je vais prendre le TGV. J'essaie de le porter dans le train et dans le bus, dans les endroits publics. Je trouve que c'est important quand même de porter le masque. Voilà, notamment pour les personnes comme moi qui sont un peu fragiles, je trouve que c'est important. Voilà, on est à l'abri de rien. Pourtant, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun, simplement recommandé par le gouvernement, et ce, depuis l'augmentation du nombre de malades du Covid ces dernières semaines. 123 984 cas positifs enregistrés chaque jour. En marge d'un déplacement au CHU de Dijon, le ministre de la Santé lui-même a tenu à rappeler les bons gestes à adopter. Monsieur le ministre, vous avez répété ce matin que vous n'étiez pas en faveur d'une obligation du port du masque dans les transports. Mais est-ce qu'il y a un seuil déclencheur à partir duquel ce serait obligatoire? Dès qu'on est les uns sur les autres, c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps avec vous là maintenant, parce qu'on est un peu trop les uns sur les autres et je vais y aller. Mais dès qu'on est dans un endroit confiné avec beaucoup de personnes. Voilà, merci. Merci beaucoup, il faut que j'y aille. L'idée est surtout de retrouver les réflexes du début de la pandémie. Les gestes barrières, aérer les espaces fermés, des pratiques qui, avec l'été, semblent compliquées à remettre en place. Le problème, c'est que dans des épisodes caniculaires comme celui qui arrive ou celui qu'on a eu fin juin, et ben là, au contraire, la recommandation, c'est plutôt de rester chez soi, de fermer les fenêtres, de fermer les volets. Donc potentiellement, ça remet un peu tout en cause. Donc il faut faire très attention avec le lien entre climat, température et Covid, qui était déjà fragile. Là, potentiellement, ça remet tout en cause. Mais clairement, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse, encore une fois, de façon pérenne, comment est-ce qu'on vit avec ce virus. Et qu'on voit bien qu'il ne suffit pas d'annoncer au mois de mai qu'on ne met plus de masques dans les transports et que la pandémie est terminée pour régler une maladie qui est universelle. Dans cette pharmacie, jusqu'à il y a encore 3 semaines, quasiment aucun test n'était pratiqué. Mais ces derniers jours, avec l'arrivée d'un nouveau variant très contagieux, le BA5... Donc vous avez des symptômes depuis un jour, depuis hier soir, c'est ça? De nombreux vacanciers ont décidé de prendre leurs précautions avant de se retrouver en famille. Effectivement, je vais voir mes grands-parents ce week-end, donc c'est pour être sûr de pas leur transmettre le Covid. Quand on voit l'évolution et les courbes, il y a plus de 200 000 cas par jour, si je ne m'abuse. Donc ouais, c'est important, hein, ça repart en flèche. Donc ça risque de gâcher les vacances à certaines personnes, quoi. C'est dommage. Reste à savoir quand aura lieu le pic de cette 7e vague.
Alors malheureusement, nous sommes encore dans cette phase de progression de la vague, où de jour en jour, le nombre de nouveaux infectés augmente. Le pic des hospitalisations risque d'arriver plutôt en août, puisqu'on n'a pas encore atteint le pic des contaminations et que ce pic des hospitalisations est à un retard de 2 à 3 semaines par rapport au pic des contaminations. Selon les modélisations de l'Institut Pasteur, 1700 nouvelles admissions quotidiennes dans les hôpitaux pourraient être enregistrées d'ici la semaine prochaine. C'est pratiquement 1,5 fois de plus que celles comptabilisées aujourd'hui. Non-lieu en faveur de Gérald Darmanin dans l'affaire de la plainte pour viol déposée par Sophie Spatz en 2017. Les 2 avocats du ministre de l'Intérieur ont déclaré que pour la 4e fois en 5 ans, la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à M. Gérald Darmanin. 2 décisions de classement sans suite, puis 2 ordonnances de non-lieu sont intervenues sous l'autorité de 4 magistrats différentes, dont 2 juges d'instruction. Fin de citation. Selon nos informations à BFM TV, l'ordonnance a été rendue vendredi par la juge en charge de l'enquête. Alors clôt-elle définitivement le dossier? Les précisions de Maxime Brandstetter, journaliste police-justice BFM TV. La plaignante a toujours possibilité de faire appel de cette ordonnance de non-lieu, mais est-ce que cet appel sera reçu? On peut en douter parce qu'il y a eu déjà plusieurs classements sans suite ou non-lieu, il y a eu des interrogatoires, des confrontations. À chaque fois, ça aboutit à ce que le procureur ou cette fois la juge ne donne pas de suite à cette plainte. Alors est-ce que c'est la fin de cette affaire? Peut-être. En tout cas, la plaignante a toujours possibilité de faire appel. Emmanuel Macron a-t-il usé de son influence pour aider Uber en France? Une enquête journalistique internationale révèle des échanges significatifs de 2014 à 2016 entre l'ancien ministre de l'économie et des cadres de la société de VTC, alors décriée. Des échanges qui auraient favorisé l'implantation d'Uber dans l'Hexagone. Le président de la République de l'époque, François Hollande, déclare ne pas en avoir eu connaissance. Depuis ces révélations, les réactions politiques se multiplient. Guillaume Barki, Maëva Lamy, Margot Sèvres, Julien Migaud-Muller. Tout au long des SMS ou mails qui ont fuité, Emmanuel Macron, fraîchement nommé ministre de l'économie, propose aux lobbyistes d'Uber d'abandonner l'application Uber Pop. Cette dernière permet à n'importe quel particulier d'être chauffeur. En contrepartie, il pousserait pour changer la réglementation de l'activité de VTC en France. Nous nous sommes mis d'accord avec Emmanuel Macron sur un process en 2 temps. 1. Proposer 1 ou plusieurs amendements à la loi Macron. 2. Nous avons une fenêtre de 4 semaines pour mener une campagne de communication avec Macron pour faire accepter l'idée qu'une licence VTC Light serait une solution pour l'emploi et la mobilité. Il a osé trafiquer dans le dos du gouvernement Hollande de l'époque contre son Premier ministre. Il a reçu en coulisses le PDG de Uber et ses adjoints. Il leur a demandé même d'écrire des amendements au lieu de penser à la protection des Français. Heures de formation raccourcies ou encore accès aux aéroports. La société américaine tente d'obtenir gain de cause, comme le montrent ces échanges de SMS entre le cofondateur d'Uber et l'ancien ministre de l'économie. Peut-on faire confiance à Caz? Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve va faire taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et la bonne loi. Monsieur Macron, qui est le représentant d'une certaine oligarchie affairiste, qui a eu tendance pendant des années à confondre ses fonctions de haut fonctionnaire, le carnet d'adresse que ça lui donnait et les intérêts privés qu'il pouvait servir. Selon le service de presse de l'Élysée, il convenait de dénouer certains verrous administratifs ou réglementaires avec ces entreprises, compte tenu des mutations profondes qu'elles ont engendrées ces dernières années. Et réaction à l'Assemblée nationale de François Ruffin, le député NUPES La France Insoumise dénonce une attitude d'Emmanuel Macron tournée en faveur des grosses entreprises et non des Français. Ça saute aux yeux de tout le monde. On a là un ministre de l'économie qui n'est pas le ministre des Français, mais qui est le ministre des firmes et qui défend, qui met en place à l'intérieur du gouvernement, contre le gouvernement, les intérêts des firmes. Ce sont 17 rencontres entre Emmanuel Macron et les dirigeants de Uber. Vous croyez que M. Macron, il a fait 17 rencontres avec des assistantes maternelles? Vous croyez qu'il y a eu la même chose pour les auxiliaires de vie sociale? Vous croyez qu'il y a la même chose pour les caristes? Non, les seuls que M. Macron soutient de cette manière-là, ce sont les dirigeants de Uber. On reste à l'Assemblée où c'est sans surprise que la motion de censure de la NUPES à l'encontre du gouvernement, renommée motion de défiance, a été majoritairement rejetée par l'Assemblée nationale. Seuls 146 députés ont voté pour, même pas l'ensemble des 151 députés de l'intergroupe. Alors pour être adoptée, cette motion aurait dû atteindre la majorité absolue, soit 289 voix. Jérémy Charrier.
Majorité requise pour l'adoption Après de la presque motion de 3 heures de censure sur la débat majorité et un absolue vote. des membres composant cette assemblée, 289, pour l'adoption 146. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Plus tôt dans l'après-midi, devant un hémicycle clairsemé, Mathilde Panot est venue défendre sa motion de censure à l'encontre d'Elisabeth Borne. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique. Une attaque directe à laquelle Elisabeth Borne a tenté de répondre, mais je vous le dis, peinant parfois à se faire entendre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, nous pourrions être en train d'agir pour les Français. Au lieu de cela, nous débattons d'une motion de censure cousue de procès d'intention. Mais cette motion de censure était presque vouée à l'échec, sans le soutien du Rassemblement national et des Républicains. Nous ne voterons pas cette motion de censure. Mais vous l'avez compris, vous n'avez pas notre défiance aujourd'hui, mais vous n'avez pas notre confiance pour autant. Nous traversons déjà une crise sociale, économique et sécuritaire. Nous n'avons pas besoin d'une crise de régime. Pour le gouvernement, le rejet de la motion de censure envoie donc un message clair à la NUPES. Il y a eu 3 échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés que comporte l'intergroupe de la NUPES. À partir de ce soir, les députés s'attaquent donc à la très attendue loi pouvoir d'achat, censée atténuer les effets de l'inflation. 138e jour de guerre en Ukraine et le déluge de feu se poursuit dans le Donbass, mais aussi à Kharkiv, dans la région, en partie aux mains des Russes. Un responsable des forces d'occupation de Moscou a été tué dans un attentat, alors que la population de cette deuxième ville du pays reste constamment bombardée. La nuit dernière, c'est un immeuble d'habitation qui a été frappé par l'armée russe. Emeline Darcourt. Des décombres chutent encore de la structure. Cet immeuble a été touché par une frappe lundi matin, surprenant les habitants dans leur sommeil. Je me suis réveillée dans mon lit, j'étais recouverte de poussière. Je suis allée dans la salle de bain pour me laver et là encore, des décombres et de la poussière sont tombés sur moi. Cette femme doit sa survie au secours. J'ai vu la lumière, les phares des sauveteurs et j'ai commencé à crier. Je suis en vie, faites-moi sortir s'il vous plaît. Les sauveteurs sont entrés dans le couloir, ont défoncé la porte et m'ont fait sortir. Et voici les images de son sauvetage. On la voit à travers la façade éventrée. Pas à pas, elle s'extrait des ruines. Les secours l'aident à descendre l'escalier. Cette femme habitait au 2e étage. Il ne reste quasiment rien de son appartement. Des opérations d'urgence et de sécurisation du bâtiment se poursuivent. 2 autres roquettes ont touché une cour près d'un entrepôt, ainsi qu'un bâtiment scolaire au sud-est de la ville. La veille déjà, une école élémentaire avait été atteinte. À 5 h du matin, le directeur a appelé et a dit que l'école avait été bombardée et qu'une aide était nécessaire. Alors, je suis venu. En périphérie de Kharkiv, la garde nationale tient ses positions. Elle souhaite davantage de défense antiaérienne pour tenter de protéger la 2e plus grande ville du pays. Au Sri Lanka, les habitants de Colombo occupent toujours le palais présidentiel et ne comptent pas en partir avant la démission formelle du chef de l'État et du Premier ministre. Un coup de force sans précédent qui résulte d'une situation économique très rude que les habitants attribuent à la corruption et à l'incompétence des 2 frères qui se partagent le pouvoir depuis plus de 15 ans. Alexia Prunier. C'est une marée humaine qui déferle dans les quartiers du pouvoir. Depuis samedi, plusieurs centaines de manifestants profitent du confort du palais présidentiel. Les machines de la salle de sport, les chambres à coucher, les salons et même la piscine sont pris d'assaut. Le 9 juillet était une journée historique au Sri Lanka. Il n'y a pas de président, pas de Premier ministre, pas de gouvernement actuellement. Ils ont été chassés par le pouvoir du peuple. C'est le plus important pour nous. Samedi, ces manifestants ont réussi à franchir les grilles du palais. La résidence du Premier ministre a aussi été envahie et mise à feu. Les habitants réclament depuis des mois la démission de leur gouvernement. C'est désormais chose faite. Le président devrait officiellement abdiquer ce mercredi. C'est un jour heureux, vraiment très heureux, parce que c'est une victoire populaire. C'est un jour historique pour nous. Face à la crise que l'on traverse, on a besoin de changement.
Les gens sont frustrés, on est à bout et complètement déprimés. Et c'est pour ça que le peuple souhaite un nouveau gouvernement. Depuis des mois, le Sri Lanka fait face à une crise économique sans précédent. L'inflation dépasse les 54% et le pays manque de tout. Carburant, électricité, médicaments. Selon les Nations Unies, 80% de la population n'arrive pas à se nourrir correctement. L'image la plus profonde jamais prise de notre univers, c'est la promesse de Joe Biden, le président américain qui tarde encore à révéler l'une des premières images du télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais envoyé en orbite. Elle devait être dévoilée à 23h, heure française. Des images en haute résolution qui montreront la lumière des galaxies vieilles de plus de 13 milliards d'années, formées peu après le Big Bang, et qui ont jusqu'ici été jalousement gardées pour créer le suspense. Mais un Français, l'astrophysicien Pierre-Olivier Lagage, a eu le privilège de les voir en avant-première. Vous allez voir un amas de galaxies, mais un amas de galaxies très spécial, qui fait un peu loupe, c'est-à-dire qui permet de voir les galaxies qui sont derrière en plus grande intensité. Mais on voit aussi tous des arcs, de nombreux arcs, qui sont justement une signature de cet effet de lentille gravitationnelle. Et on voit aussi beaucoup de galaxies, différentes couleurs, et dans ces galaxies, il y a peut-être une galaxie la plus lointaine jamais détectée. Vraiment, ce télescope, ce Webb est révolutionnaire. Bonne nouvelle, vous avez maintenant un nouveau moyen de nous suivre partout. Si vous aimez nous regarder, vous pouvez aussi désormais nous écouter à tout moment avec BFM Radio. Pour écouter l'antenne de BFM TV, mais aussi les programmes inédits, BFM Radio est disponible sur la radio numérique si vous avez un poste ou un autoradio compatible DAB+, mais aussi sur l'appli BFM TV ou encore le site bfmradio.com. À suivre sur BFM TV, cette vague de très forte chaleur qui a commencé ce lundi et qui devrait s'intensifier toute cette semaine sur l'ensemble du pays. Les températures ont atteint jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest ce lundi et pourraient atteindre 39 demain, ce mardi. Un premier pic est attendu mercredi. À tout de suite.